Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une technique de cryptographie incroyable qui permet à deux personnes de s'échanger des secrets même quand elles sont en permanence écoutées par un espion. Cette méthode qu'on appelle l'algorithme de Diffie-Hellman paraît assez invraisemblable et les premières fois que j'en ai entendu parler je me suis dit que ça n'était pas possible qu'une telle technique puisse exister. Et pourtant on va voir que ça marche vraiment. Si deux personnes souhaitent s'échanger un message dans le plus grand secret, vous allez me dire que c'est facile, il suffit de coder le message. Techniquement, on appelle ça une opération de chiffrement. On part d'un message en clair, par exemple « rendez-vous ce soir au parc », et on va essayer de le transformer en un charabia incompréhensible, mais qui pourra être déchiffré par notre interlocuteur. Une des plus vieilles techniques, c'est ce qu'on appelle le décalage de César, puisqu'elle aurait été popularisée par le célèbre général romain. L'idée est de simplement décaler toutes les lettres de l'alphabet d'une certaine quantité. Par exemple, si on décale de 3, on remplace le A par le D, le B par le E, le C par le F, etc. jusqu'au W qui devient Z et X, Y, Z qui deviennent A, B et C. Avec ça, le message semble complètement brouillé, mais notre interlocuteur pourra sans problème le reconstituer en appliquant le décalage inverse. Cette technique est toutefois assez superficielle. Si un espion devine que le message a été chiffré de cette façon, il n'a que 26 possibilités de décalage à essayer. Et même seulement 25 en fait. Et donc, il aura assez vite fait de tout tester jusqu'à découvrir le message secret. Pour faire plus robuste que la méthode de César, on peut utiliser ce qu'on appelle le chiffrement par substitution. Ça consiste à remplacer chaque lettre de l'alphabet par une autre lettre mais sans logique particulière. Pour chiffrer et déchiffrer le message, il faut donc connaître l'ensemble de la table de conversion. Et c'est très efficace, car cette fois, il y a factoriel 26 possibilités, soit de l'ordre d'1 milliard de milliards de milliards. Mais malgré ça, on sait aussi très bien casser ces chiffrements par substitution, en faisant des statistiques sur les fréquences des lettres et de leurs enchaînements. Par exemple, comme c'est toujours la même lettre qui représente le E, sur un message en français suffisamment long, on arrive facilement à l'identifier. Et idem pour des lettres fréquentes comme le A ou le S, et ainsi de suite. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment casser ce type de chiffrement très rapidement, de façon automatisée, en utilisant ce qu'on appelle des méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov. Pour se prémunir de ces attaques, il faut essayer un autre type de chiffrement. Une option, c'est par exemple d'utiliser un mot-clé qui va dicter les décalages de lettres. Prenons le mot « jardin » et écrivons-le en dessous de notre message. Chacune des lettres du mot va représenter un décalage en fonction de sa position dans l'alphabet. Le J c'est 9, le A c'est 0, le R c'est 17, etc. Et on applique ensuite chaque décalage aux lettres de notre message. Le R on décale de 9, ça fait un A, le E on décale de 0, ça fait un E, le N on décale de 17, ça devient aussi un E, etc. Et on répète le mot-clé autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir tout fait. Si la personne qui reçoit le message possède la clé, ça ne pose pas de problème pour elle, il suffit de soustraire les décalages. L'intérêt de cette méthode, vous le voyez, c'est que les deux E du message d'origine seront représentés par des lettres différentes dans le message chiffré. Et inversement, la même lettre dans le message chiffré peut représenter deux lettres différentes dans le message d'origine. Et cela va donc considérablement gêner les attaques utilisant des approches statistiques. Pour que la méthode soit assez robuste, il faut bien sûr utiliser un mot-clé suffisamment long. Mais ça n'a même pas besoin d'être un vrai mot en fait. Ça peut être simplement une longue suite de lettres prises au hasard, qu'on appellera alors la clé de chiffrement. Elle permettra à la fois à l'envoyeur de chiffrer son message et au destinataire de le déchiffrer. Le gros problème de cette technique, c'est que si deux personnes souhaitent communiquer ainsi, elles doivent, à un moment donné, se mettre d'accord sur la clé à utiliser. Alors si c'est la CIA qui envoie un agent sur le terrain, il n'y a pas de problème, ils peuvent convenir d'une clé à l'avance, avant le départ. Operation Dinner Out. Dinner Out? Dinner out, sir! Mais si on a deux personnes à distance qui n'ont pas la possibilité de se voir physiquement, si on ne fait que se téléphoner ou s'envoyer des messages par Internet, comment se fixer une clé de chiffrement qui soit secrète?
On ne peut pas avoir juste un des deux qui décide d'une clé et puis qui écrive à l'autre « on n'a qu'à utiliser la clé bateau ». Parce que si ce message-là est intercepté, eh bien l'espion connaîtra la clé évidemment, hein. Il faut donc trouver un moyen de se mettre d'accord sur une clé, mais sans jamais vraiment l'écrire explicitement. C'est ce qu'on appelle le problème de l'échange de clés, ou de l'établissement de clés. Comment se mettre d'accord, à distance, sur une clé de chiffrement commune, sachant qu'on est potentiellement écouté en permanence. À première vue, ça paraît quasi impossible à résoudre, hein. Si on n'a aucun moyen d'échanger des infos secrètement, comment est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord à distance sur une même clé sans qu'un curieux ne puisse la connaître aussi? Eh bien, c'est ce problème qu'ont résolu les mathématiciens Diffie et Hellman en 1976. Alors, classiquement, en cryptographie, on décrit les choses de la façon suivante. Imaginons deux personnes, traditionnellement nommées Alice et Bob, qui ne se sont jamais vues ou parlé auparavant, mais qui peuvent communiquer à distance sur une ligne qui n'est pas sécurisée. Et d'ailleurs, on a une personne usuellement nommée Eve qui s'est justement branchée sur cette ligne et qui peut capter absolument tout ce qui va s'y raconter. Comment Alice et Bob peuvent se mettre d'accord sur une clé commune sans qu'Eve ne puisse connaître cette clé? Ça paraît impossible. Alors, petite précision avant de commencer, dans la méthode de Diffie-Hellman, la clé ne sera pas un mot ou une suite de lettres, mais un nombre. Mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose, c'est très facile de fabriquer l'un à partir de l'autre. Pour vous montrer comment Alice et Bob peuvent procéder pour décider d'une clé numérique, je vais commencer doucement par une méthode qui ne marche pas, mais qui va nous mettre sur la voie. Imaginons qu'Alice et Bob s'appellent et décident ensemble d'un nombre de base qu'on va appeler G. Mettons qu'ils choisissent G égale 17. Et évidemment, la ligne n'est pas sécurisée, donc Eve entend tout et enregistre cette valeur de G. Ensuite, Alice et Bob choisissent chacun de leur côté un nombre secret, qu'on note A pour Alice et B pour Bob. Ils vont ensuite chacun multiplier leur nombre secret par le nombre commun G. Alice fabriquera donc le nombre G fois A et Bob G fois B. Si Alice choisit 4 et Bob 6, ça fera 68 et 102. Puis, ils communiquent à l'autre le résultat de cette multiplication. Donc Alice envoie G fois A à Bob, qui lui envoie G fois B. Et cela se fait sans sécurisation, donc là, à nouveau, Eve est au courant de ces valeurs. Et enfin, dernière étape, chacun multiplie ce nombre qu'il vient de recevoir par son propre nombre secret. Alice fabrique donc le nombre G fois B fois A, ça fera 408, et Bob, G fois A fois B, ça fera 408 aussi évidemment. Et voilà, ils peuvent maintenant décider d'utiliser ce résultat commun comme clé de chiffrement. Vous voyez qu'avec ce protocole, ils auront bien à la fin chacun le même nombre, G fois A fois B. Ils se sont donc bien mis d'accord sur une clé commune, mais sans qu'à aucun moment cette clé n'ait explicitement transité sur la ligne non sécurisée. À aucun moment, ils n'ont communiqué l'un à l'autre le nombre 408. Alors, le souci, vous le voyez, c'est qu'Eve connaît G, c'est 17, mais connaît également G fois A, 68, et G fois B, 102. À partir de là, c'est très facile pour elle de retrouver les nombres secrets d'Alice et Bob. Par exemple, A s'obtient en divisant GA par G, ici 68 par 17, on retrouve 4. Et donc Eve pourra sans problème reconstituer elle-même la clé complète. Donc la méthode que je viens de proposer n'est pas terrible, car même si la clé ne transite pas explicitement, Eve a suffisamment d'informations pour la refabriquer facilement. Pour essayer de contourner ce problème, essayons une variante plus compliquée. On garde le nombre commun G et les nombres secrets A et B, mais cette fois on va prendre la puissance au lieu de faire la multiplication. Ça veut dire qu'Alice fabrique le nombre G puissance A, qu'elle envoie à Bob, et Bob fabrique G puissance B, qu'il lui envoie en retour. Et ensuite, chacun prend la puissance avec son propre nombre secret. Donc Alice fait G puissance B puissance A, tandis que Bob fait G puissance A puissance B. Et à nouveau, avec ce protocole, ils auront à la fin le même résultat, G puissance A fois B. Donc une clé commune sans l'avoir jamais explicitement communiquée sur la ligne. Eve, de son côté, connaît seulement ce qu'elle a intercepté, à savoir G, G puissance A et G puissance B. Sauf qu'à nouveau, elle peut s'en sortir rien qu'avec ces infos. Si Eve connaît le nombre G puissance A, elle peut prendre son logarithme
qui vaut a fois logarithme de g. Et ensuite, en divisant par le logarithme de g, elle peut isoler a. Donc à nouveau, elle peut reconstituer facilement les nombres secrets, et donc la clé commune. Ça va toujours pas. L'origine fondamentale du problème, c'est qu'Alice et Bob essayent à chaque fois de maquiller leur nombre secret en le mélangeant en quelque sorte avec G. Mais à chaque fois, Eve peut défaire ce mélange et retrouver les nombres secrets. Si on utilise la multiplication, Eve peut utiliser la division. Si on utilise la puissance, Eve utilise le logarithme. Pour que l'idée fonctionne, il faudrait une opération de mélange qui soit facile à faire pour Alice et Bob, mais quasi impossible à inverser pour Eve. C'est ce qu'on appelle en cryptographie une fonction à sens unique. Eh bien, on peut justement en créer une à partir de notre tentative précédente en ajoutant juste un ingrédient, le modulo. Le modulo, c'est une opération qui calcule le reste de la division entière par un nombre. Par exemple, 17 modulo 3, ça fait 2, parce que si vous faites la division entière de 17 par 3, vous trouvez 5, il vous reste 2 à la fin. De même, 14 modulo 5, ça fait 4, ou encore 42 modulo 6, ça fait 0, etc. L'idée de la méthode de Diffie-Hellman, c'est de choisir un nombre P, qu'Alice et Bob se communiquent publiquement, comme G, et ensuite de faire exactement comme dans mon exemple avec les puissances, mais cette fois, après chaque opération, on va appliquer modulo P. C'est-à-dire qu'avec son nombre secret A, Alice calcule G puissance A modulo P et l'envoie à Bob. Bob de son côté calcule G puissance B modulo P et l'envoie à Alice. Et ensuite, chacun applique la puissance de son nombre secret et prend à nouveau modulo P. Et là, ça ne se voit pas forcément, mais en faisant ça, ils auront exactement le même nombre à la fin, qui est en fait G puissance A fois B modulo P. D'ailleurs, ceux qui font maths experte en terminale peuvent essayer de démontrer ça avec les congruences. Grâce à cette technique, qui est presque la même que la précédente, mais en appliquant le modulo P après chaque opération, Alice et Bob auront à nouveau réussi à se mettre d'accord sur une clé commune, sans jamais la faire circuler explicitement. Sauf que pour Eve, qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'elle peut pas à nouveau extraire A ou B des infos dont elle dispose et reconstituer la clé comme avant ? Eh bien non, car pour quelqu'un qui intercepterait même toutes les conversations, ça devient très compliqué à démêler, à cause du modulo qui en quelque sorte mélange tout. Mathématiquement, même en connaissant G, P et G puissance A modulo P, il est très difficile de retrouver A. L'opération de puissance avec modulo est très difficile à inverser. C'est une opération à sens unique, comme on le souhaitait. On peut le voir sur un exemple si vous voulez. Prenons P égale 17 et G égale 5, sur lesquels Alice et Bob se mettent d'accord publiquement. Donc Eve est parfaitement au courant de ces deux valeurs. Alice choisit son nombre secret, disons 4, et Bob choisit 6. Alice met 5 à la puissance 4, ça fait 625, et prend modulo 17, il reste 13. Pareil pour Bob, il calcule 5 puissance 6, prend modulo 17, ça fait 2. Et chacun envoie le résultat à l'autre, qui applique sa propre puissance. Alice prend 2 puissance 4 modulo 17, ça fait 16. Bob fait 13 puissance 6 modulo 17, ça fait 16 aussi. On a donc bien une clé commune pour les deux interlocuteurs. De son côté, Eve connaît P égale 17 et G égale 5, bien sûr, mais ne dispose que de 13 et 2 comme intermédiaires. Pour retrouver par exemple A, le nombre secret d'Alice, elle doit trouver un nombre qui, quand on l'applique en puissance à 5, redonne 13 modulo 17. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très difficile comme équation. L'opération qu'on doit résoudre pour trouver la solution, c'est ce qu'on appelle le problème du logarithme discret. Dans ma méthode précédente avec juste les puissances, Eve s'en sortait en appliquant un simple logarithme. Maintenant, à cause du modulo, il faut résoudre le logarithme discret. Ce qui est possible en théorie, mais très fastidieux en pratique. Il faut quasiment essayer toutes les possibilités. Alors je dis que c'est très compliqué, il faut quand même faire un peu attention. Quand on prend un nombre modulo P, le résultat est forcément entre 0 et P-1. C'est le reste d'une division entière. Donc si on veut qu'il y ait un maximum de possibilités différentes à tester pour Eve, il faut déjà prendre un P le plus grand possible. Mais ça n'est pas tout. Il faut aussi bien le choisir, et surtout bien choisir le G qui va avec.
Je vous illustre ça avec un exemple. Si je prends P égale 15 et G égale 4, on sait que la clé sera à la fin G puissance AB modulo P, donc G puissance quelque chose modulo P. Et on peut regarder ce que valent les différentes puissances de G modulo P. Avec mon choix de valeur, G puissance 1 modulo P c'est 4, G puissance 2 modulo P c'est 1, G puissance 3 modulo P c'est 4, G puissance 4 modulo P c'est 1, etc. On se rend compte que bien qu'on ait choisi P égale 15, les puissances de G tombent toujours sur 1 ou 4. Donc on croyait avoir 15 clés possibles, que F devait essayer, mais on en a seulement 2. Il faut absolument éviter ce genre de situation, car en réduisant ainsi l'espace des possibilités, on facilite considérablement la tâche dev qui cherche à percer notre clé. Heureusement, il existe une solution. L'idéal, c'est de prendre un nombre P qui soit premier, et un nombre G qui soit ce qu'on appelle une racine primitive modulo P. Une racine primitive, ça veut dire que si vous élevez G à toutes les puissances entre 1 et P-1, vous allez trouver tous les nombres possibles entre 1 et P-1. Donc on sera dans un cas où il y aura un maximum de possibilités. On peut le voir sur un exemple. Avec P égale 13, par exemple, je ne vous le démontre pas, mais les racines primitives sont uniquement 2, 6, 7 et 11. Donc si on prend G égale 6, les puissances de 6 modulo 13 s'étalent bien entre 1 et 12, c'est parfait. Mais avec G égale 5, ça marche pas bien, car les puissances ne bouclent que sur 5, 12, 8 et 1. Donc il y a seulement 4 possibilités, au lieu de 12. D'où l'intérêt qu'il y a à bien choisir pour G une racine primitive du nombre P qu'on a sélectionné. Avec ces petites précautions, on a ainsi l'essence de l'algorithme de Diffie-Hellman, qui résout donc le problème de la détermination d'une clé de chiffrement commune quand on est sur un canal public. Cet algorithme a été d'abord publié en 1976 et breveté aux États-Unis l'année suivante. Mais heureusement, il est maintenant dans le domaine public et il est très largement utilisé pour sécuriser une grande partie des communications sur Internet. Ainsi, quand deux ordinateurs ont besoin de mettre en place un canal de communication chiffré, pour ne pas que vos données soient diffusées en clair sur le réseau, ils utilisent souvent une variante de l'algorithme de Diffie-Hellman. Et c'est d'ailleurs ce principe qui sécurise notamment le protocole TLS, qui se trouve derrière la plupart des visites que vous pouvez faire sur des sites web. Donc merci Diffie et Hellman. Malgré tout, comme toujours, la méthode n'est pas non plus totalement inviolable. Par exemple, il faut faire attention à ce qu'Eve n'arrive pas à usurper les identités d'Alice et Bob. Ça lui permettrait de se mettre entre les deux en se faisant passer pour Bob aux yeux d'Alice et inversement. Et là, c'est open bar pour Eve. En dehors de ce risque, il faut aussi s'assurer que quand Alice et Bob choisissent chacun leur nombre secret de leur côté, Eve ne puisse pas le deviner facilement. Et donc, idéalement, il faut qu'ils fassent leur choix en utilisant un bon générateur de nombres aléatoires. Et d'ailleurs, cette question de comment faire un générateur aléatoire, je me dis que ça ferait un très bon sujet pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater des futures publications, rejoignez-moi sur le Discord de Science Étonnante, je vous mets le lien en description, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.